Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison des grands entretiens de Ciel et Espace. Je rappelle que vous pouvez évidemment écouter les précédents enregistrements sur le site internet de l'AFA, dans l'onglet YouTube. Il y a aujourd'hui maintenant beaucoup d'enregistrements que je vous conseille, si vous ne les connaissez pas ou vous les avez ratés, qui sont disponibles. Donc un grand entretien enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lion, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ville de Paris. Le tout donc sous le patronage de l'Association française d'astronomie, qui est l'éditeur de la revue Ciel et Espace, et dont les équipes vous donnent rendez-vous les 9, 10 et 11 novembre prochains pour une nouvelle édition des rencontres du ciel et de l'espace. Donc un programme exceptionnel qui aura lieu à la Cité des Sciences avec une quantité impressionnante de conférences, de débats, de rencontres pour parler de l'actualité des sciences de l'univers et puis aussi de l'activité, enfin du loisir astronomique et des tas de choses pour les astronomes amateurs, curieux, avec un salon du matériel d'astronomie. Voilà. Mais ces deux soleils dont nous allons parler aujourd'hui, et pas seulement pour tenter de retenir l'été qui vient de s'échapper sous nos latitudes, mais parce qu'il est aussi faiseur de spectacles. Il est objet de mythes et d'histoires, sujet de science et d'exploration spatiale aux frontières de l'extrême, là où les grandeurs astronomiques prennent tout leur sens, et notre petitesse, une grande leçon de modestie. Et quel meilleur invité pour parler de ce sujet que la lauréate du prix Ciel et Espace du livre d'astronomie 2024, Mio Janvier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce livre. Merci. Et ce prix, vous êtes physicienne donc à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Vous travaillez dans l'équipe scientifique du satellite Solar Orbiter qui a été lancé donc en février 2020, si mes souvenirs sont bons. C'est un programme ESA-NASA. Vous êtes spécialiste des tempêtes solaires et de leur influence sur les planètes environnantes. Et j'ai pris un très très grand plaisir à lire votre livre, superbement illustré. Et alors je voulais démarrer par ça parce que vous dites tout de suite en introduction, voilà, j'avais 7 ans, je vivais au Sénégal, et puis je suis allé dans le désert avec une copine. Et puis là, vous vous installez sur le sable, vous vous couchez, vous levez la tête au ciel et vous voyez passer une étoile filante. Et ça m'a beaucoup amusé. Et alors là, on m'avait dit, il faut faire un vœu. J'ai fait un vœu instinctif et j'ai pas hésité. Mon vœu, c'est je deviendrai astronaute. Mais je ne suis pas devenu astronaute. Alors vous n'êtes pas devenu astronaute et vous continuez. Je ne veux pas raconter votre histoire, mais un tout petit peu quand même, parce que c'est ma question qui va arriver. Vous avez failli être médecin par passion pour le vivant. J'ai beaucoup aimé, vous avez failli être détective, parce que vous aviez trouvé dans Picsou Magazine la carte du fin limier détective. Vous auriez pu être biologiste, enfin vous auriez eu plein de choses. Vous vous intéressez évidemment dans les années 90, au moment où Michel Mayor et Didier Queloz découvrent la première planète extrasolaire. Vous vous intéressez, je dirais, aux phénomènes un peu énigmatiques, aux extraterrestres, X-Files, etc. Et alors, j'y arrive. Donc, au moment où je dois me décider, finalement, je découvre la physique des plasmas. Et je me passionne pour elle. Plasma, c'est vraiment génial, c'est formidable, les plasmas. Oh, c'est le 4e état de la matière. Même les équations me fascinent. Ça va, c'est comment on devient, physicienne en tombant amoureuse des plasmas. Expliquez-moi ça. Alors, donc c'était une petite étape qui est que j'étais nulle en biologie. Et ça, je la raconte dans le livre. Donc effectivement, juste pour embobiner un tout petit peu, moi je voulais, à l'époque, je voulais découvrir des aliens. Et en fait, j'ai découvert ce métier. Et donc à l'époque, il y avait des fiches métiers qu'on pouvait aller consulter à la bibliothèque du coin. Et j'avais trouvé ce mot exobiologie
Alors maintenant, on dit plutôt astrobiologie, mais bon, l'exobiologie, c'est aussi un mot qu'on utilise maintenant, qui est la recherche de vie ailleurs. Et ça me fascinait absolument. Mais voilà, j'étais pas très bonne en biologie, mais par contre, la physique m'a beaucoup plu. Donc ça, c'était vraiment les années collège. Vraiment le côté, il y a des choses qui sont découvrables avec des équations, des choses qui sont un peu gravées en quelque sorte dans la nature, que l'on découvre avec les mathématiques. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert les plasmas. Ça, c'était dans mes études supérieures. Mais à l'époque, en fait, tous les objets de la physique, donc on parlait les particules, les champs, la gravitation, tout ça, c'était des mots, c'est vrai, qui étaient un peu de la poésie à mes oreilles. Et c'est plus tard, donc, c'est très, enfin comment dire, c'est ma petite histoire de, on va dire, de nerd. Quand j'ai fait mes études supérieures, en fait, donc j'étais fascinée par les champs électromagnétiques. Donc, je ne sais pas si vous avez étudié ça étant plus jeune, mais ce qu'on appelle les équations de Maxwell. En fait, j'ai découvert plus tard l'impact de ces équations, mais bon, à l'époque, je ne les connaissais pas forcément. Et j'aimais aussi beaucoup l'étude des fluides, la manière dont les fluides se mouvaient. Et la physique des plasmas, c'est en quelque sorte au carrefour des deux. C'est-à-dire qu'on étudie les champs électriques et magnétiques et aussi comment se meuvent les fluides magnétisés, électrisés, qui vont donc changer d'aspect ou changer de mouvement suivant les champs électriques et magnétiques. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et là, c'est la porte ouverte vers le ciel, parce qu'en fait, des plasmas, il y en a partout dans l'univers. Exactement, exactement. Sauf que, encore une fois, alors j'ai pas eu une trajectoire directe, parce que en étudiant la physique des plasmas, j'ai plus eu une porte ouverte à ce qu'on appelle la physique de la fusion nucléaire. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand projet ITER, qui est construit en ce moment même à Cadarache, donc en Provence, et qui en fait essayait de faire comme si on avait le cœur des étoiles sur Terre pour pouvoir générer de l'énergie. Donc je suis partie dans cette branche tout en ayant un espoir de faire de l'astronomie à un moment donné. Et c'est à la fin de ma thèse où je me suis dit, bon, là ça suffit, soit je le fais, soit je ne le fais pas. Et je suis partie dans l'astrophysique. Alors, voilà. Et comment vous avez rencontré le Soleil, si je puis dire? Alors c'est... Et j'en parle aussi à mes collègues, parce que en fait, quand on parle d'astronomie, d'astrophysique, même au lycée, lors des études supérieures, en fait, on parle très peu du Soleil. Le Soleil, c'est un peu l'étoile qu'on oublie. On parle du ciel étoilé, donc vraiment la nuit, pas notre étoile de jour. Et c'est vraiment à la fin de ma thèse où je me suis vraiment intéressée dans ces plasmas à ce phénomène qui est une libération extraordinaire d'énergie. Ça, c'est un frein, notamment, à la possibilité de faire de l'énergie sur Terre, de l'énergie de la fusion nucléaire. Mais en fait, j'ai découvert ce mot qui était les éruptions solaires. Et au même moment, à la fin de ma thèse, c'est là qu'on a lancé le satellite Solar Dynamics Observatory, qui nous a envoyé des images absolument fabuleuse de notre Soleil, et j'en suis vraiment tombée amoureuse. Je me suis dit, si c'est ça, la résolution qu'on a d'une étoile, il faut que je travaille dessus. Et vous aviez l'impression de faire de l'astronomie, parce que vous le pointez en fait, quand on parle d'astronomie, on parle de la Lune, des planètes, des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, mais comment dire, le Soleil est quand même à part. C'est presque un astre qui échappe je dirais, à la dénomination astronomie. Il est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit, en fait. Oui, sauf que pour moi, ce que j'aime beaucoup dans le Soleil, c'est vraiment le fait que cet objet est à la jonction de plusieurs choses. Elle est à la jonction de la physique vraiment fondamentale. Donc on peut parler de physique des particules, la physique des plasmas. En fait, on a des échelles que l'on résout très bien en fait, avec nos instruments, des échelles très petites, des échelles très grandes. On peut voir des rayons X, on peut voir des ondes, des micro-ondes. En fait, on voit tout le spectre lumineux. Et en même temps, c'est un laboratoire pour comprendre ce qui se passe autour de la Terre, parce que quand on parle de plasma, on peut aussi parler des plasmas spatiaux, et notamment ceux autour de la Terre. Ça nous permet aussi de comprendre les relations entre une étoile et ses planètes, et en fait de pouvoir extrapoler aux relations entre les étoiles et les exoplanètes, donc au-delà du système solaire. Et donc pour moi, en fait, c'est un peu un agglomérat de savoir que l'on a quand on étudie le Soleil. En fait, ça nous permet de toucher un peu à tout. Vous reparlez du plasma, je ne suis pas obsédé par ça, mais vous auriez une définition
qui nous permettent de bien saisir le mot lui-même, puisque vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre. En fait, sur Terre, on a liquide, solide, gazeux, en gros, mais plasma, pas beaucoup. Alors pas beaucoup effectivement. En fait, il faut s'imaginer. Donc, si on part d'un cube d'eau glacée, si on le fait chauffer, il va se transformer en liquide. Si on le fait chauffer, il va s'évaporer. Et en fait, si on fait chauffer ce gaz encore plus, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les composantes de tous des atomes d'eau, qui vont composer l'onde, donc l'oxygène et l'hydrogène, en fait, vont se casser. Si je peux utiliser cette image, en fait, on va avoir des particules plus petites, ce qu'on appelle les électrons et les ions. Et donc, en fait, ce qu'est un plasma, c'est un gaz ionisé où les électrons et les ions se baladent en quelque sorte librement. Et la raison pour laquelle on appelle ça un plasma, c'est un peu comme le mot vient vraiment de ça. Alors, je ne me rappelle plus qui l'a dénommé, mais le mot lui-même, en fait, est venu parce que cela faisait penser au plasma du sang. On a les globules rouges, les globules blancs. Là, de la même manière, en fait, on a un gaz où on a des électrons et des ions qui se meuvent dans cette matière. Alors, on va parler de ce soleil et d'actualité toujours, parce que il y a votre actualité du livre, mais il y a aussi l'actualité du soleil qui a tapé à la porte encore très récemment. C'était lundi 7 octobre, très forte éruption solaire observée, alerte déclenchée par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, une éruption classée X2.1. Alors X, c'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est les plus intenses. Oui. Et puis ensuite, dans l'intensité, ça va de 2 à 10, je crois, c'est ça. Et donc, alerte pour prévenir tous ceux qui pourraient être impactés. Et dans la foulée, on a photographié des aurores polaires absolument magnifiques entre les nuages, un peu partout, à des latitudes pour le moins surprenantes. Est-ce qu'on vit un moment exceptionnel ? Alors, je dirais oui et non. Non, dans le sens où l'activité que l'on a à l'heure actuelle, elle n'est pas exceptionnelle, dans le sens où le Soleil en fait a un cycle d'environ 11 à 13 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on atteint le pic de ce cycle, c'est quoi? C'est le pic d'activité du Soleil. Donc non, dans le sens où il y a 11 ans, le Soleil faisait exactement la même chose. Il y a 22 ans, le Soleil faisait exactement la même chose. Donc si on revient dans l'histoire du Soleil, et surtout à partir de la fin du 19e siècle, le 20e siècle, on commence vraiment à avoir des observations assez fréquentes du Soleil. En fait, le Soleil, ce qu'il fait maintenant est commun, on le sait. Par contre, ce qui, je trouve, est exceptionnel, c'est qu'on a maintenant un réseau d'informations, donc avec les réseaux sociaux, avec l'accès à Internet, où en fait on sait où sont les aurores, les personnes postent sur leurs réseaux sociaux les images d'aurores, etc. Et ça, je trouve que c'est fabuleux et on n'a jamais eu ça. On a les alertes, en fait. Si on les voit, c'est parce qu'on est alerté, c'est ça que vous dites ? On est alerté, mais aussi, en fait, moi, je peux voir, là, récemment, j'ai essayé de voir si je pouvais voir des aurores boréales. Alors moi je suis à Londres en ce moment. Malheureusement, il pleuvait toute la nuit, mais ça m'a permis de voir toutes les aurores qui ont été vues aux États-Unis, par exemple. Et je me dis, c'est chouette. Il y a des gens, je sais pas, dans le Wisconsin, ils ont publié des photos superbes, à d'autres endroits. Enfin, c'est ce lien, je trouve, que l'on a avec plein de personnes autour du monde qui voient ce phénomène-là. Et en plus, au fur et à mesure que la nuit se décale, si l'activité se maintient au cours de la nuit, en fait, on voit toutes les personnes. Alors moi, j'ai suivi beaucoup celles de mai. Je ne sais pas si vous les avez vues, parce que par contre, on a eu beaucoup de chance en France. Il a fait beau. Et en fait, moi, j'ai observé sur les réseaux sociaux des gens qui postaient en Tasmanie, donc dans le sud de l'Australie. Ensuite, des personnes en Inde même, donc c'est vraiment descendu à des latitudes assez basses. Puis c'est parti en Europe, donc j'avais même des collègues en Autriche qui ont commencé à publier leurs photos. Ensuite, des collègues en France. Et en fait, ça s'est décalé au fur et à mesure. Donc j'ai pratiquement pas dormi sur plus de 24 heures parce que je suivais en fait en permanence les horaires étaient là, c'est juste qu'on ne peut pas les voir pendant le jour, mais le fait qu'on a la nuit, on les voit. Vous le faites par curiosité ou parce que c'est beau ou parce que scientifiquement ça vous apporte quelque chose? Alors moi, le fait de voir les aurores, c'est plus par curiosité, et par émerveillement. Et
Encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de poésie dans tout ça. Quand on parlait des étoiles filantes, le soleil étoilé, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et pour moi, il y a quelque chose aussi quand on voit les aurores boréales et le fait de me dire que d'autres personnes, là, les observent. Ouais. Quelque part, je pousse un cri intérieur de victoire où je me dis « Ah, c'est chouette, les gens savent qu'on parle du soleil, là. » Donc, c'est forcément les conséquences de l'activité du soleil, mais je me dis, les gens doivent se dire, mais c'est le soleil qui fait ça. Et ça me plaît. Oui, parce que pour vous, clairement, c'est en lien avec l'activité solaire. C'est-à-dire qu'on a intégré aujourd'hui le fait que de voir des aurores dans le ciel signifiait qu'il se passait quelque chose du côté du soleil. Alors, je ne sais pas si on l'a intégré de manière globale, mais je pense qu'on en parle plus, en tout cas. Je pense que... alors, si on parle à quelqu'un, les aurores boréales, c'est le soleil qui le fait. Je ne pense pas que tout le monde le sache, mais en tout cas, le début de la conversation est là. On parle au moins des aurores. On parle qu'est-ce que c'est les aurores, les couleurs dans le ciel. Et ça, c'est déjà un petit chemin vers mon sujet d'étude. Alors, votre sujet d'étude, c'est le soleil. Le cycle solaire, 25e cycle solaire recensé en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, mais pour rester sur le mécanisme lui-même, est-ce qu'on comprend aujourd'hui l'origine du cycle et pourquoi tous les 11 ans en moyenne, sauf à une certaine période, le soleil a des crises, a des boutons et devient plus actif? Alors, on comprend dans le sens où on a la capacité de voir et de mesurer plein de phénomènes qui se passent à la fois dans l'atmosphère du soleil et à sa surface. Alors, donc, à l'intérieur du soleil, c'est opaque, en fait, on ne peut pas voir à l'intérieur. Donc, ce que l'on va voir, c'est notamment l'émergence de ce champ magnétique qui est omniprésent. Je pense qu'on va revenir un peu plus dans les détails de celui-ci, mais comme votre aimant que vous avez sur votre frigo, qui a un champ magnétique, le soleil a aussi un champ magnétique, mais un champ magnétique qui est énorme. Et donc, il se traduit à sa surface avec l'apparition, vous avez parlé de petits boutons ou de taches de rousseur, que ce qu'on appelle les taches solaires. Et on comprend en fait que ce champ magnétique, il vient de son intérieur. Et même si on ne peut pas voir l'intérieur, on peut sonder son intérieur par des observations que l'on appelle d'héliosismologie. Donc l'héliosismologie, c'est comme la sismologie terrestre. On va voir en fait des ondes. Alors, on ne peut pas poser des choses sur le soleil, déjà c'est du plasma, mais ce que l'on va voir, c'est qu'on va voir notre étoile vibrer. Et cette vibration, en fait, elle est directement liée à la propagation d'ondes à l'intérieur de notre étoile. Et donc, on sait qu'il y a ce champ magnétique, que ce champ magnétique se structure à l'intérieur du soleil, et au fur et à mesure du cycle, se complexifie, va se torsader, va créer des zones où ce champ magnétique s'intensifie, va vouloir libérer son énergie, et donc c'est ce qui va faire son activité très intense. Par contre, pourquoi 11 ans? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que ça a toujours été le cas? A priori non. Qu'est-ce que ça va devenir dans le futur? Ça, ce sont encore des choses... ça reste un mystère. Ça reste un mystère, ça reste encore de l'ordre de la recherche actuelle. On a noté, je ne sais plus, ça s'appelle le cycle de Maunder, je crois. C'est ça, entre 1645 et 1715, un très fort déficit de taches solaires, observé en tout cas, qui correspond à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, mais dans l'hémisphère nord, pas sur le reste de la planète. Et ce qui est drôle, c'est que ça correspondait au moment où régnait en France le roi Soleil. C'est quand même assez drôle. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre le roi Soleil et son étoile, mais plus sérieusement, avant d'aborder le mode de fonctionnement du Soleil, il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est les grandeurs astronomiques. Parce que quand on découvre le Soleil, on découvre une étoile de près. On est à côté de cette étoile. Et tout de suite, les chiffres sont stupéfiants. On parle de chiffres astronomiques dès que c'est grand. On est à 150 millions de kilomètres du Soleil. 150 millions, c'est difficile à imaginer. De toute façon, dès que ça dépasse le montant de nos salaires, déjà, c'est compliqué. Mais bon, la distance Terre-Lune, c'est 400 000. Bon, on voit bien que si on s'approche, il va faire très, très, très chaud. Le diamètre solaire, ça doit être plus d'une centaine de fois, je crois, celui de la Terre. Plus de 300 000 fois la masse de la Terre. Pour se donner un ordre d'idée, le Soleil, c'est 99% de la masse de notre système solaire.
Donc déjà, c'est énorme. Et pour finir, parce que c'est un autre chiffre qui m'a toujours beaucoup impressionné, c'est il brûle en continu 620 millions de tonnes d'hydrogène, 620 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, qu'il transforme en 615 millions de tonnes d'hélium. Ces grands chiffres, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprivoise à un moment donné, ou finalement on s'y habitue, puis voilà, c'est un objet d'étude, il est gros, il est gros mon soleil. C'est une très bonne question. je pense que, alors je sais pas, je pense qu'on a, ce serait, je pense, une discussion à avoir avec certains et certaines de mes collègues, parce que je pense qu'on n'a pas forcément la même sensibilité par rapport aux chiffres, par rapport aux grandeurs, parce que effectivement, quand on parle à 150 millions de kilomètres, on a beaucoup de mal à se le représenter. Et pourtant, j'ai des collègues qui parlent de parsecs, enfin, qui regardent l'univers lointain. Et donc, pour eux, c'est rien. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça dépasse en fait notre quotidien, ça devient des chiffres qui ont une signification. Enfin, pour moi, je le vois, le chiffre lui-même, enfin, le nombre mathématique, mais ça ne veut pas dire que moi, je le ressens. Si c'est la question. Oui, c'est la question. Je ne l'apprivoise pas dans le sens où je ne peux pas dire que, oh oui, 150 millions de kilomètres, bien évidemment, c'est comme ça. Pas du tout, pas du tout. Ça va au-delà. Ouais. Mais quelque part, ce que je trouve intéressant, c'est que même si ces distances-là, ces grandeurs-là nous sont complètement... en tout cas, moi, je ne peux pas les percevoir. La manière dont on peut peut-être visuellement se le percevoir, c'est des fois, on montre par exemple, si je peux prendre cette image-là, des fois, vous verrez par exemple des images du soleil avec la Terre qui est représentée juste à côté. Et donc là, par exemple, si je prends cette boucle, la Terre, ça ferait la taille de mon ongle. Donc c'est là où on se dit, mais c'est énorme. On peut se le voir visuellement. Mais en fait, de voir cette petite tache qui ressemble à la Terre, pareil, en fait, les gens se disent, mais c'est pas possible. C'est très difficile de se dire, mais nous, on est là. Ouais. Et si je peux juste rajouter une autre chose. Évidemment. Par contre, moi, quelque chose je pense qui m'intéresse beaucoup, on avait parlé tout à l'heure, juste avant de commencer l'entretien, de l'exploration spatiale. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que je fais, dans le quotidien, avec ce qu'on fait avec la mission Solar Orbiter, mais aussi dans mes recherches, c'est l'utilisation de données de plusieurs sondes que l'on a envoyées un peu partout dans le système solaire. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est de me dire qu'on a envoyé des petits robots qui sont vraiment infimes par rapport à la grandeur du système solaire, mais tous ces robots-là, en fait, vont piocher à un endroit donné, vont aller capter, par exemple, la température autour de ces sondes-là. Et en fait, c'est comme si on était beaucoup plus proche de tous ces endroits dans le système solaire, grâce à ces robots. Donc, c'est un peu comme ça que je ressens... Nos ambassadeurs, exactement. En fait, c'est ça. Ouais. Donc, notre Soleil, une étoile... En fait, c'est devenu une étoile depuis que Galilée a pointé sa lunette dans sa direction. Donc, c'est quand même assez récent. C'est-à-dire le statut solaire, mais vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein, le statut solaire, c'est d'abord un dieu, c'est d'abord la lumière, la puissance, l'énergie, celui devant lequel on s'incline, nécessairement, parce qu'il est la lumière, la chaleur, la puissance. Et à un moment donné, il devient un objet astrophysique. C'est-à-dire on le regarde, on le sculpte, il a des tâches, il tourne sur lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une assez bonne connaissance de son mode de fonctionnement ? Oui, dans les grandes lignes. Mais on a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, je pense que la complexité, en fait, si je pouvais donner une analogie, c'est comme si on voyait une jungle. Donc, par exemple, j'ai une photo satellitaire de l'Amazonie. Donc, je vois les bords. Si je zoome un peu plus, je vois les arbres. Je vois peut-être des animaux. Donc, je repère des choses. Mais plus ça va, plus, en fait,
il faut que je comprenne le cycle du carbone, par exemple. Il faut que je comprenne ces petites fourmis, qu'est-ce qui mange quoi, quels sont les animaux qui mangent quoi. Donc en fait, plus ça va, en fait, plus on découvre plein de choses. C'est comme si on avait des pierres, on soulève les pierres, on découvre une autre chose. Mais en fait, c'est vraiment complexe. Mais dans les grandes lignes, oui, il y a quand même beaucoup de choses que l'on connaît. C'est un réacteur thermonucléaire, c'est ça, qui est là depuis 5 milliards d'années, qui s'est allumé. Et puis qui brûle en fait de l'hydrogène et le convertit en hélium. On peut dire que c'est ça, voilà. dans le schéma global, quoi. Voilà, donc on sait relativement bien aussi la structure interne du Soleil, grâce à des modèles, encore une fois, mais on sait que donc il y a ce cœur nucléaire, on sait qu'il y a cette zone radiative où l'énergie est transportée par radiation, on sait qu'on a une autre couche qui est la zone convective, où là par contre il va y avoir des mouvements de convection, un peu comme quand vous faites bouillir de l'eau dans votre casserole. Et puis on a la surface du Soleil. Et puis aussi avec l'avènement de l'exploration spatiale, ça nous a permis de nous échapper en quelque sorte de l'atmosphère terrestre qui nous coupe de certaines longueurs d'onde de la lumière que l'on reçoit. Donc par exemple sur Terre, on ne peut pas voir les ultraviolets extrêmes, les rayons X, les rayons gamma. Et en fait, c'est à partir du moment où on est sorti de l'atmosphère terrestre qu'on a commencé à photographier le Soleil dans toutes ces longueurs d'onde que l'on ne connaissait pas. Et c'est là où je dis, en fait, on soulève une pierre, on découvre quelque chose, que là, on voit vraiment ça, là, ce que je montre dans cette photo, une zoologie particulière de l'atmosphère du Soleil. On a des boucles, on a des éruptions, on a ce qu'on appelle des plages, on peut en parler, des taches solaires, on a plein d'objets, en fait, que l'on ne pouvait pas voir auparavant. Il y a un de vos collègues qui dit le Soleil est comme une bouilloire géante, du plasma chaud des profondeurs remonte en permanence en surface avant de redescendre comme de l'eau qui bout. Vous adhérez à cette image? Oui, alors ça, on parle vraiment de la zone de convection. La zone de convection, c'est-à-dire à l'intérieur du Soleil. À l'intérieur du Soleil. C'est la troisième couche, donc on parle du cœur, zone radiative, la zone convective. Et là, en fait, on va avoir effectivement des grands mouvements, vraiment du brassage de plasma qui va remonter à la surface et puis redescendre. Donc on a ces grands mouvements en fait qui vont créer ces cellules, ces granules. On appelle ça vraiment des granules qui ressemblent en fait aux bulles qui explosent quand vous faites bouillir votre eau avant de mettre les pâtes. Comme des grains de riz un petit peu aussi vu du dessus. Il y a ça, il y a aussi des cellules, ça fait comme des sortes de cellules. Après, on peut parler de supercellules. Donc, on a des structures qui se mettent ensemble. Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde vraiment en détail, on a l'impression que c'est très confus, que c'est très chaotique. Et en fait, ça se structure vraiment très, très bien à grande échelle. À grande échelle. Parmi les forces dominantes, vous l'avez déjà cité, mais ce sont les forces électromagnétiques. Alors, je dirais, quelle est l'origine de ces forces? En quoi elles sont dominantes dans le comportement du Soleil actuellement? Alors, le fait que ce soit un plasma, justement, que ce soit un gaz ionisé, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a des objets qui tournent, donc en physique, on appelle ça la conservation du moment cinétique, mais les objets tournent, donc la Terre tourne, Vénus tourne, le Soleil tourne, sauf qu'en fait, on n'a pas de rotation rigide, on a une rotation de ce plasma, de ce gaz ionisé, et en fait, c'est un effet qu'on connaît assez bien sur Terre, qu'on appelle un effet dynamo, qui est que quand on a des charges qui tournent sur elles-mêmes, elles génèrent un champ magnétique. Donc, très brièvement, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. On a des mouvements de convection du plasma et de rotation, et ça va générer ce champ magnétique à très grande échelle. Et ce champ magnétique s'inverse régulièrement à chaque cycle? Oui, exactement. Ouais. Il y a une bascule. Il y a une bascule. C'est pas une bascule soudaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le champ magnétique est très bien défini. Au début du cycle, on a un beau pôle nord, un beau pôle sud. Et au fur et à mesure du cycle, en fait, le pôle nord va venir manger un peu du pôle sud et le pôle sud va venir manger un peu du pôle nord. Et paf, ça va s'inverser. Donc, c'est pas juste pôle nord, pôle sud et à un moment donné, ça se retourne. Et en fait, au fur et à mesure le fait qu'il y a un pôle qui va venir manger l'autre et inversement, en fait, c'est ça ce qui va venir complexifier aussi le champ magnétique que l'on va venir voir
dans l'atmosphère du Soleil. C'est ce qui va créer ces zones d'activité, ces éruptions solaires. Et on a aussi des points chauds, en fait. Un peu comme sur Terre, on a des points chauds avec des volcans, des zones de séisme. Ben là, en fait, on a des points chauds qui changent de latitude au fur et à mesure du temps parce qu'on a ce renversement petit à petit du champ magnétique. Alors là, on arrive dans le maximum d'activité solaire. Je pense que c'est 2025 qui est prévu, mais c'est quand même une courbe. Hein. Ouais. C'est un haut. Alors je dirais même que c'est même plus compliqué parce que maintenant on se rend compte que c'est pas vraiment une courbe. En fait, c'est plutôt deux bosses. C'est deux bosses. Ouais. Et donc là, à voir si est-ce que c'était une bosse et là on repart, ou est-ce que en fait ça fait partie de la première bosse. On ne le saura qu'une fois qu'on sera vraiment dans la phase descendante. Alors en ce moment, les images sont extraordinaires et spectaculaires. On voit des éruptions extrêmement violentes. On a ces fameuses alertes. On voit des protubérances, donc des arches de matière qui s'échappent au-dessus du Soleil, qui retombent dans des formes tout à fait stupéfiantes. Il pleut sur le Soleil, vous l'écrivez. Bon, c'est beau, mais effectivement, on se dit aussi qu'il se passe quelque chose dans l'environnement du Soleil et nous appartenons à cet environnement. Et est-ce que nous sommes parfois en danger et comment ? Alors, oui, dans le sens où en fait le Soleil ne choisit pas, il n'y a pas une entité supérieure qui dit tu vas projeter du plasma dans cette direction. Et en fait, ce qui est assez intéressant, même pour faire un petit aparté, c'est que donc là récemment on a parlé ces derniers jours de la plus grosse éruption. Alors je parle de mot éruption, mais c'est vraiment ce flash lumineux qu'on a vu au niveau du Soleil. Et il y a eu un gros débat parmi certains de mes collègues et dont moi-même, parce qu'en fait c'est pas la plus grosse. On en a vu une au mois de mai derrière le Soleil et on a pu la voir justement parce qu'on avait notre sonde Solar Orbiter qui était derrière le Soleil. Mais donc c'est pour dire qu'en fait on en rate aussi plein. Donc c'est pas que mais effectivement quand on a ces éruptions, quand on a ces flashs, cette libération d'énergie et ces éruptions en fait peuvent vraiment envoyer dans l'espace des énormes nuages magnétisés et qui contiennent du plasma, ce que j'appelle des tempêtes solaires, et bien si effectivement la Terre est sur la trajectoire des particules et de ces grands nuages, il peut y avoir des conséquences sur la Terre, donc les aurores boréales et australes, mais maintenant aussi beaucoup sur nos technologies. C'est-à-dire ? Alors, il y a beaucoup de choses. On a toute une liste. Donc déjà, quand on a ces flashs lumineuses qui se passent, on a déjà une très forte radiation dans les ultraviolets, les rayons X. Ça va agir sur des couches de l'atmosphère terrestre, en particulier l'ionosphère, la thermosphère. Et ça peut impacter notamment la propagation des ondes radio. Et notamment les ondes radio qui sont utilisées alors ça peut être pour l'aviation, mais notamment pour comment on dit déjà, pour le secourisme, pour les populations en danger. Et donc moi je suis actuellement ce qui se passe en ce moment même, parce que en 2017 il y a eu un ouragan, l'ouragan Irma, qui a fait énormément de dégâts dans la région Caraïbes, le golfe du Mexique. Et en fait, pendant quelques temps, à cause d'une éruption solaire, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des blackouts radio. Donc, en fait, des émissions radio qui n'ont pas pu être transmises, et donc des équipes d'urgence qui n'ont pas pu communiquer entre elles. Et là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a cet ouragan Milton là, qui arrive. Ça a l'air assez, très intense. Et en même temps, il y a le Soleil qui fait des siennes. Donc, voilà, il peut y avoir des impacts sur ça. Ça peut cramer des satellites ou les alertes sont suffisantes pour que les opérateurs les mettent en veille ? Alors ça peut pas cramer dans le sens où ça va pas les faire brûler complètement, non. Mais effectivement, ça peut avoir des impacts sur les composants électroniques des satellites. Alors il y a des alertes effectivement qui sont mises. Donc il y a des opérations qui peuvent être changées pour notamment avoir moins d'opérations électroniques, on va dire, pour sauvegarder certains endroits en quelque sorte du satellite. Mais par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que donc là, on parle vraiment des particules énergétiques, mais on a aussi ces tempêtes solaires qui, elles, vont arriver. Donc les particules, ça met que quelques minutes à arriver, quelques heures, suivant leur trajectoire. Généralement, c'est quelques dizaines de minutes. Mais après, on a ces tempêtes solaires qui mettent quelques heures, voire quelques jours à arriver. Et là, ça peut avoir des effets sur donc le géomagnétisme terrestre. Et on parlait des satellites, sur l'ionosphère, donc il va se densifier. Et les orbites des satellites, en fait, peuvent changer. Et c'est déjà arrivé en fait qu'on ait perdu pendant
un petit peu de temps l'orbite nominale de certains satellites. Le 1er septembre 1859, si mes souvenirs sont bons, un astronome amateur anglais qui s'appelle Carrington observe des taches sur le Soleil, un groupe de taches très important, et très peu de temps après, des aurores polaires apparaissent splendides partout, et les premiers, alors je crois que c'était des fils électriques, non, c'est des fils téléphoniques, je crois, télégraphes commencent à tomber en panne, etc. On l'a appelé l'événement Carrington, et on a découvert assez récemment ce qu'on appelle les événements Miyake, je crois, qui montrent que dans le passé, donc historique, c'est-à-dire finalement sur les derniers siècles ou millénaires, il y a eu des explosions sur le Soleil qui ont eu des conséquences extrêmement puissante sur la Terre. Est-ce que, je dirais, on est protégé aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait s'en prémunir vraiment si on découvrait ça? Alors, on ne peut rien faire dans le sens où une fois que le Soleil a son activité, on ne peut pas la changer. Donc et si on est sur la trajectoire, on est vraiment sur la trajectoire de ces... Même pas vous on peut... alors, on peut prédire les endroits où potentiellement ça va se passer. Donc j'ai parlé de points chauds tout à l'heure, c'est un peu comme sur Terre. On sait où sont les volcans, on sait où sont les tremblements de terre généralement. Donc de la même manière, quand on observe des régions actives qui sont vraiment complexes, assez grosses, on se dit il y a sans doute quelque chose qui va se passer, mais on ne sait pas forcément quand, ni comment, ni avec quelle énergie, etc. Donc des fois, on a aussi des faux positifs dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça n'a pas forcément envoyé quoi que ce soit sur Terre. Donc effectivement, après, si on remonte dans l'histoire de la Terre, il y a des personnes qui... c'est très intéressant. Moi, je trouve que justement, quand je disais tout à l'heure, ça l'a croisé de plein de domaines, l'étude du Soleil. Il y a des gens qui regardent aussi les ouvrages, par exemple des almanachs de dynasties chinoises, etc., pour voir s'il y avait des descriptions de dragons rouges dans le ciel qui pourraient s'apparenter à des aurores boréales ou australes, enfin boréales pour la Chine, mais qui pourraient être liées justement à un très fort géomagnétisme terrestre du fait de l'activité du Soleil. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors, il y a des alertes, il y a des choses aussi qui se passent au niveau gouvernemental. Donc, il y a des pays, les États-Unis, la NOAA, qui est l'équivalent en quelque sorte de Météo France, ou le Met Office au Royaume-Uni, ont vraiment une branche de la météorologie de l'espace. Il y a des alertes qui sont fournies par l'ESA aussi, à des industries. Maintenant, ce que je dis toujours, c'est que moi, en tant que chercheuse du Soleil, je n'ai pas l'information. Moi, j'ai vraiment du mal à accéder à de l'information publique de comment les industriels utilisent les informations que nous, on leur donne. Mais ce que vous demandent les gouvernements et peut-être les industriels, c'est de faire de la prévision solaire. Oui. Est-ce que... je dirais, la prévision solaire aujourd'hui marche? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que c'est le début? Est-ce que, vous avez dit, on peut observer avec nos satellites, par exemple, un groupe de taches ou une explosion, je dirais, à l'arrière du Soleil, là où on ne le voit pas. Est-ce qu'on s'approche d'un modèle qui permettrait de faire des alertes et de nous rendre moins vulnérables? Alors, je pense que ce qui s'est passé là récemment, c'est un très bon exemple parce que je le suis en plus avec mes collègues. Je vois ce que mes collègues font, des collègues qui développent vraiment des modèles numériques pour essayer de voir la propagation. Donc, ils le font par intérêt, mais aussi pour prévenir la société civile, en quelque sorte, de dire, nous, on communique sur ça. Et en fait, ce que je vois, c'est que on a la possibilité, on ne sait pas prédire quand est-ce qu'une éruption, donc quand est-ce qu'un flash lumineux va avoir lieu. On ne sait pas prédire son intensité et on ne sait pas prédire si ce flash lumineux va être, oui ou non, lié à une tempête solaire. Par contre, on a quand même des images. Donc, quand on a ce flash lumineux, c'est très difficile de savoir le chemin des particules énergétiques. Par contre, on peut voir grâce à ce qu'on appelle des coronographes, qui sont des instruments qui permettent de faire des sortes d'éclipses artificielles. On voit le départ de ces tempêtes solaires. Et là, on a par contre la possibilité d'appliquer des modèles numériques qui nous disent dans quelle direction ça va aller, avec quelle probabilité, et a priori, quand est-ce qu'on s'attend à voir quelque chose sur Terre. Mais ce qu'on a vu, donc là vous avez parlé de lundi, mais vendredi, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu aussi un flare de type X assez puissant. Et en fait, il y a eu des alertes, même moi, j'ai posté, j'ai dit attention, alerte aurore, a priori samedi ou dimanche, on devrait avoir quelque chose.
en fait, la tempête a mis beaucoup plus de temps à venir. Elle n'était pas aussi forte que ce que l'on pensait. Et ensuite, on a vu, donc on a des satellites en amont de la Terre qui nous renseignent aussi sur la structure interne. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les tempêtes, il ne faut pas seulement qu'elles aient une forte intensité, il faut que leur champ magnétique soit bien orienté pour pouvoir interagir avec le magnétisme terrestre, avec le champ magnétique de la Terre. Et si ce n'est pas bien orienté, ben en fait, on n'a pas grand-chose sur Terre. Et donc, il n'y a pas eu d'aurore. Donc, on a une assez bonne protection, en fait, qui est liée aussi à la façon dont le vent arrive, en quelque sorte. Alors, le vent, c'est tempête, mais en fait, on ne sait pas, on n'a pas la prédiction, à l'heure actuelle, de l'orientation de ce champ magnétique. Et de ce fait, on ne sait pas si on va vraiment avoir des effets sur Terre ou pas en termes de géomagnétisme. Alors, vous le savez, mi-janvier, dans peu de temps, les voyages vers la Lune vont reprendre. C'est le programme Artemis. On sait que dans les années 70, lorsqu'il y avait des missions Apollo, certains ont pu échapper à des éruptions solaires. On va vous demander d'être extrêmement... on va vous demander. Je veux dire, l'intention, c'est d'avoir ces informations pour savoir si on part ou on part pas en fonction de l'activité solaire. Ce qui est alors moi je trouve ça intéressant parce que et sur Mars, vers Mars, ça sera encore pire peut-être. Déjà parce que plus de temps et puis beaucoup plus exposé. Mais ce qui est assez, je trouve intéressant, c'est que moi je suis tout cela, enfin tout le programme Artemis avec un œil, avec pas mal de curiosité. Mais les premières annonces c'était 2025-2026. Oui. Mais on est pratiquement au pic d'activité en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour une conférence, j'avais fait ces petites recherches sur est-ce que lors des missions Apollo on était au courant. Et en fait oui, il y a vraiment des procédures. J'ai vu un document, donc c'est public, de la NASA qui décrivait toutes les procédures s'il y avait un événement à particules énergétiques donc au Soleil, qu'est-ce que les astronautes doivent faire, etc. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai parlé à un astronaute américain et j'ai posé exactement la même question, de lui dire est-ce que vous avez des procédures en place ? Oui, il y a toutes ces procédures, même au niveau de la Station spatiale internationale, ils savent où sont les endroits qui sont un peu mieux protégés, etc. etc. Mais disons que ça fait partie de discussions que l'on a, mais je ne pense pas qu'on ait sollicité autant dans le sens où il y a tellement d'autres problèmes avant. Oui. Donc pour Mars, l'eau, l'oxygène, il y a tellement de choses en fait que les particules énergétiques, finalement, ça vient un peu plus tard. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un modèle du Soleil que vous pouvez faire tourner, comme il existe des modèles en météo concernant l'atmosphère de la Terre ou même des planètes? Est-ce qu'il existe un Soleil théorique sur lequel vous plaquez un certain nombre je dirais, d'équations, d'idées et que vous comparez avec le réel? Alors, en fait, on a plein de modèles. C'est un peu... Des fois, on va dire, c'est pas un problème de la communauté, mais disons qu'il y a des fois où c'est un peu difficile de savoir comment joindre tout ça, parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui va se passer à cette couche-là, d'autres à d'autres couches. Mais en fait, on a pas mal de modèles, et des modèles qui reproduisent assez bien certains phénomènes, mais pas forcément d'autres. Donc, par exemple, j'ai parlé des modèles de propagation des CME, je dis le jargon, le CME, c'est les éjections coronales de matière solaire, donc ce que j'appelle les tempêtes solaires. Donc maintenant, on a des très bons modèles de propagation, mais qui vont plutôt faire de la prédiction. Et donc, si on fait de la prédiction, ça veut dire qu'on n'a pas en fait la finesse de savoir quelle est la structure interne. Donc moi, qui m'intéresse à quelle est la structure interne de ces tempêtes, je ne peux pas vraiment l'avoir avec ces modèles-là. Par contre, j'ai d'autres modèles qui, eux, sont très bien pour me dire quelle est la structure interne, mais par contre, ça prendra des heures et je ne peux pas faire de la prédiction solaire pour ça. J'ai travaillé sur des modèles des éruptions solaires, où là, je prends une portion du Soleil pour vraiment très bien décrire tout ce qui va se passer lors d'une éruption solaire. Mais ça veut dire que je ne décris pas tout le Soleil en entier. Donc voilà, il y a toujours... et c'est tellement demandeur en termes de ressources informatiques que la réponse est il y a beaucoup de modèles, mais il n'y en a pas un complet à tous les étages. Alors parmi les grands sujets débattus et discutés depuis des décennies, c'est la couronne solaire, c'est-à-dire l'atmosphère du Soleil, entre guillemets, où les températures paraissaient pour tout le monde extrêmement bizarres, très très élevées, entre 15 et plus de millions de degrés, alors que
entre guillemets, surface solaire, c'est plutôt aux alentours de 5000 degrés. Et est-ce que, parce que j'ai vu que ça faisait partie des missions, des objectifs scientifiques des missions spatiales, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème qui est résolu, comme c'est souvent annoncé? Est-ce que vous avez compris, je dirais, l'influence du Soleil dans son environnement, là aussi, pour avoir une vision, je dirais, globale et complète de l'événement? Oui, alors je souris parce que vous avez dit que ce problème est résolu. En fait, j'ai l'impression effectivement qu'on le résout chaque 6 mois à peu près. C'est vrai, on a résolu. En fait, non. Comment dire? Disons que la science, en fait, elle n'avance pas. Je pense qu'on a un peu une vision peut-être naïve de la manière dont la science évolue, qu'on ne découvre pas quelque chose en disant « Ok, en fait, on a tout compris ». En fait, on découvre à chaque fois une portion d'un problème. Et dans ce problème du chauffage de la couronne, donc le chauffage de la couronne, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on sait que l'intérieur du Soleil est à 15 millions de degrés à peu près, et plus on s'éloigne de la source de chaleur, donc plus vous éloignez de la porte du four en marche, plus les températures baissent. C'est ce qui se passe quand on arrive à la surface du Soleil. Et là, ensuite, on arrive dans l'atmosphère du Soleil et on réatteint des températures phénoménales. Donc, c'est ce qu'on appelle ce grand mystère de la couronne solaire. Et avec les missions spatiales, comme par exemple Solar Orbiter, en fait, on a maintenant la résolution spatiale pour voir des tout petits événements un peu partout. Et donc, ça a été une des grandes découvertes, en quelque sorte, au début de la mission, qui était de dire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de mini-éruptions, en quelque sorte, des mini-flashs lumineux un petit peu partout. Et si on met tout ça ensemble, peut-être que ça pourrait chauffer l'atmosphère du Soleil. Sauf que, je peux vous dire, il y a d'autres études récemment qui sont sorties qui ont dit attention, parce que maintenant, sur la même mission, on a aussi la capacité de faire de la spectroscopie, c'est-à-dire de vraiment analyser la lumière du Soleil et de dire maintenant, on a toute une échelle de température et ce qui paraissait en fait chaud n'est pas si chaud que ça. Et en fait, la plupart des événements ne sont pas aussi chauds et n'ont pas d'équivalent. Donc, on a plusieurs couches, un peu comme l'atmosphère terrestre. La plupart des événements, en fait, on les trouve dans la couche plutôt basse du Soleil, mais pas dans la couche haute qui est la couronne. D'accord. Donc, se pose encore la question de d'où vient ce chauffage-là. Je voudrais dézoomer un petit peu, agrandir un peu l'environnement. Nous tournons, je dirais nous, c'est-à-dire les planètes, en particulier la Terre sur laquelle nous sommes, autour d'un soleil. Et en comparant avec les autres soleils dans l'univers, ou en tout cas les autres étoiles, c'est une étoile, on se rend compte qu'il est là depuis 5 milliards d'années, moitié de sa vie. Il n'est pas très petit, mais il n'est pas non plus très gros. Donc c'est je dirais un bon pépère, quoi. Voilà. Il est variable un peu, puisqu'il a des cycles tous les 11 ans, mais ça va, la vie est là depuis quand même des milliards d'années, c'est pas des grands flashs qui tuent tout. Il est solitaire, c'est un vieux célibataire aussi, la plupart des étoiles sont doubles. Est-ce que notre Soleil est particulier? Est-ce que vous le trouvez unique dans son genre? Un peu exceptionnel peut-être, ce qui nous ferait plaisir, parce qu'après la révolution copernicienne, quand on l'a mis au centre, on s'est dit quand même qu'il valait quelque chose. Comment vous le jugez, entre guillemets, comparé aux autres étoiles qu'on observe ailleurs? Alors, il y a la statistique qui est que de dire effectivement, maintenant on voit tellement d'étoiles, enfin, même les images sans doute vous avez peut-être vu, en tout cas je vous conseille de voir les images du James Webb, du télescope spatial. On parlait tout à l'heure de s'approprier les distances, les mesures, etc. Moi, quand je vois toutes ces étoiles, je me dis c'est incroyable. Donc, quelque part, il est plutôt, c'est banal, oui, et pas hors du commun, dans le sens où il y en a plein des étoiles comme le Soleil. Mais en même temps, si je reviens maintenant à ce que j'avais dit au début, qui était la recherche de la vie, alors il y a ce grand mot qui est la recherche de la vie, mais il y a aussi la compréhension de comment les systèmes planétaires se forment autour des étoiles, et quelles sont les relations entre les étoiles et les planètes. C'est là où on se dit, en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir ce système solaire avec ce Soleil-là, parce que, en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas trouvé un similaire au nôtre, ça c'est sûr. Donc, si on regarde juste l'étoile en elle-même et on dézoome, effectivement, on pourrait se dire il n'y a rien de spécial. Maintenant, si on regarde tout, son activité, ses planètes autour, il est quand même particulier.
Alors moi je trouve, mais parce qu'on a aussi, c'est un biais, c'est complètement un biais observationnel et un biais d'observateur ou d'observatrice, qui est que forcément c'est celui dont on a le plus de données, le plus de résolution à la fois spatiale et temporelle, et c'est aussi celui dont on a le plus de détails des planètes qui tournent autour. Donc c'est pas pour dire qu'il est unique, c'est sûr, c'est juste qu'il est unique parce que notre place en tant qu'observateur, un peu comme avant la révolution copernicienne. Et on commence pourtant à voir des étoiles qu'on arrive à résoudre. On se rend compte qu'il y a des tâches, on se rend compte qu'il y a de l'activité, des éruptions, etc. Ça, pour l'instant, je dirais, ça n'est pas en comparaison avec le Soleil, parce que c'est quand même extrêmement loin, les données sont un peu parcellaires, mais ça nous pointe quand même le fait que notre étoile est, je dirais, plutôt sympathique pour nous, en tout cas. Oui, finalement, oui. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi un biais dans le sens où, jusqu'à présent, donc, on s'est beaucoup intéressé, notamment avec des missions comme Kepler, si vous avez entendu parler, des planètes extrasolaires, enfin les exoplanètes, et notamment l'évolution ou la dynamique des étoiles dont ces planètes tournaient autour. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines d'entre elles avaient une activité très intense, mais aussi parce que quand on a peu de données, si on veut faire sortir le signal du bruit, on va forcément s'attacher aux éruptions qui sont les plus intenses. Donc on a forcément sélectionné les étoiles qui étaient beaucoup plus intenses en termes d'activité, mais ça ne veut pas forcément dire que les étoiles, de manière générale, sont plus intenses ou pas. Puis ça dépend aussi du type des étoiles que l'on observe. Alors, ces dernières années, il y a une armada de sondes qui est partie, vraiment de partout, et pas seulement, je dirais, sur le plan de l'orbite des planètes, mais aussi, vous l'avez dit, ça avait commencé avec Ulysse, sans doute le passage au pôle du Soleil, les sondes SO, les clusters, etc. On a l'impression qu'on zoome beaucoup et qu'on veut vraiment s'approcher, bien comprendre, avoir un modèle en 3 dimensions. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui? Quelles seraient, je dirais, les données supplémentaires qui éclaireraient un peu vos recherches aujourd'hui à partir des satellites? Alors, moi, l'un de mes rêves, donc je m'intéresse à ces tempêtes solaires, donc déjà leur genèse, comment elles naissent au Soleil, mais aussi une fois qu'elles partent dans le système solaire, on a des images proches du Soleil, donc on les voit assez lumineuses quand on cache le Soleil, mais en fait, plus elles s'éloignent du Soleil, plus elles sont ténues, elles sont moins denses, et donc en fait on les voit plus. À un moment donné, on ne les voit plus du tout, mais on voit leurs effets. On voit leurs effets avec nos sondes spatiales qui vont venir mesurer le champ magnétique, la densité de l'environnement autour de la sonde. Sauf que ces structures sont énormes, et on a un tout petit point dans l'espace. Donc c'est un peu comme si je fais l'analogie encore une fois aux tempêtes que l'on a sur Terre, c'est un peu comme si on avait une station météo de ces grands ouragans, je ne sais pas, par exemple au Mexique, et on essaye sans voir ce que c'est, on essaye d'imaginer la taille de l'ouragan, sa forme, comment est-ce qu'il va se déplacer, juste avec une petite station météo qui va mesurer la pression à un moment donné. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est avoir une sorte de toile d'araignée, une toile cosmique en quelque sorte. On aurait plein de petits satellites stationnés un peu partout qui viendraient en fait collecter des données un peu partout sur ces tempêtes spatiales. Et donner une image en 3 dimensions, en mouvement actif, sans cesse renouvelé. Donc là, tout à l'heure, j'avais parlé des modèles de propagation. Ça reste encore très peu contraint, en fait, parce qu'on n'a pas les données pour faire ça. Une autre chose aussi, c'est que donc on a parlé des sondes, notamment Solar Orbiter va pour la première fois photographier les pôles du Soleil. On n'a jamais fait ça jusqu'à présent, mais encore une fois, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il faut être au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir avoir une image de quelque chose qui se passe. Et ça serait bien en fait d'avoir une constellation de sondes qui nous permettent en permanence d'avoir une vision stéréoscopique du Soleil. Je pense qu'on comprendrait beaucoup mieux les choses et leur évolution aussi, parce que quand la Solar Orbiter n'est pas derrière le Soleil, là elle est en train de revenir proche de la Terre, là pour l'instant on ne sait pas ce qui se passe derrière le Soleil. Alors, parmi les visions et je dirais les opportunités de découvrir le Soleil extraordinaires, je voudrais vraiment qu'on
termine par cela, parce que ça allie un petit peu tout ce qu'on disait sur la beauté, sur la découverte de cet astre, qui est quand même le père absolu de toute la vie et de tous nos regards sur le ciel, sont les éclipses totales de soleil. La Lune et le Soleil, la Lune passe devant le Soleil, le Soleil est 400 fois plus gros, mais la Lune est 400 fois plus proche. Et leurs diamètres apparents sont tels que, quand c'est parfait, la Lune éclipse totale le Soleil. Alors, vous avez vu l'éclipse totale de Soleil d'il y a quelques mois aux États-Unis. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment où, finalement, le Soleil s'éteint et vous découvrez les éruptions du Soleil, son atmosphère, sa couronne, enfin, comment vous vivez ça intimement ? À la fois de manière ésotérique un peu et aussi de manière très rationnelle. Donc le côté ésotérique, je dirais, c'est la première fois que j'en ai vu, donc c'était en 2019, on en a parlé tout à l'heure, la première fois que j'ai vraiment vu donc déjà la couleur de la lumière avant, parce que c'est comme si on avait un coucher de soleil en pleine journée. J'étais dans un endroit absolument fabuleux. En fait, je me suis dit, si je ne connaissais pas, si je n'avais pas la connaissance de ce qui était en train de se passer, je me dirais, mais c'est la fin du monde, vraiment. Mais en même temps, il y a quelque chose, j'avais l'impression que l'univers nous parle en quelque sorte. Il nous donne un spectacle gratuit de justement de la danse des étoiles, d'une étoile et d'un autre astre dans le ciel. Et moi, vraiment, même le fait d'en parler maintenant, ça me donne des frissons. Ouais. Je dis, il y a cette beauté qui, je pense, est vraiment là quand on fait de l'astronomie ou de l'astrophysique, que moi, en tout cas, je n'oublie pas et que cela me remémore la raison pour laquelle je fais ce métier. Ensuite, il y a la partie rationnelle qui est chouette. Je peux enfin voir mon objet d'observation de mes propres yeux, puisque j'étudie justement cette atmosphère du Soleil. Et que dans la vie de tous les jours, je ne peux pas regarder le Soleil et surtout pas la couronne, on ne peut pas la voir, elle est tellement peu lumineuse comparée au disque solaire que en fait, je n'ai pas l'occasion de le faire. Donc je le vois à travers des télescopes spatiaux et en fait de le voir de mes propres yeux, je me suis dit ça doit être ça, de faire de l'expérience sur le terrain. Parce que des fois, je suis un peu jalouse. J'ai un ami qui est biologiste marin. Lui, il va plonger un peu partout dans le monde, aller photographier ses poissons. Et je me dis, moi, je ne peux pas vraiment faire ça. mais de le faire à ce moment-là, je me suis dit, c'était chouette. Et donc, dans les deux cas, par contre, j'étais avec des collègues, on était en conférence. Et je pense que c'est ce moment-là unique que l'on partage toutes et tous ensemble. On se dit... c'est quand même chouette. Comme un moment de communion. Ouais. Et vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça ne va pas se rallumer, quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop court à chaque fois. Ouais. Je me suis jamais dit, ça va pas. Je me suis dit, j'aimerais bien que ça dure un peu plus longtemps. Surtout la deuxième fois. Je pense que c'est passé trop vite. Vraiment. Donc vous allez courir les éclipses maintenant pour aller les voir. Oui, je comprends vraiment cette fièvre des éclipses. Et ça, les coronographes ne remplacent pas ça, quoi. Cette émotion. Non, parce qu'elle est partagée. Parce qu'elle est globale. Elle est globale mais vraiment il y a cette excitation et aussi on savait qu'on était proche aussi du maximum et puis on a vu, alors je ne sais pas si vous en avez vu une, mais là celle du 8 avril on voyait aussi une belle protubérance qui apparaît un peu rose et on se dit mais il y a une protubérance en vrai et vraiment tout de suite après on est tous repartis, on a regardé les images du soleil le lendemain. En plus ce qui est chouette c'était qu'on était en pleine campagne d'observation avec notre mission Solar Orbiter. Et on était justement un colloque de Solar Orbiter et on venait de recevoir les données, donc on a passé 1 heure avec tous les collègues à regarder, regarde moi j'ai tel ou tel cliché. Il y a eu des coordinations qui ont été faites aussi avec des instruments à bord d'un avion qui a survolé tout le Texas. On a eu des grands télescopes donc à Hawaï, mais qui a vu une toute petite partie parce que c'était pas le bon moment pour eux, mais voilà, c'est un peu collectivement, on était tous derrière quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Vous aviez fait un vœu à 7 ans de devenir astronaute. Vous n'avez jamais regretté que ce vœu ne soit pas exaucé? Non. Au contraire.
Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, donc prix Ciel et Espace du livre d'astronomie, Les Secrets du Soleil, donc, qui est paru chez Alizio Sciences, et vous l'avez écrit avec la collaboration de Sophie Garcin. Merci beaucoup. Je voulais juste terminer par deux petites citations qui m'ont fait penser à vous. La première, c'est Michel-Ange, c'est pas mal, hein, qui dit « Le soleil est l'ombre de Dieu ». Et la seconde, c'est Victor Hugo qui disait « La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs ». Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.